Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de notre planète est peut-être incomplet? Et si je vous disais que sous vos pieds, enfouis sous des kilomètres de roches, de sédiments, de temps compressés et de silence géologique, il pourrait y avoir les restes d'une civilisation qui a existé bien avant nous, pas une civilisation extraterrestre venue d'une étoile lointaine, non, une civilisation terrestre, née ici, sur cette même planète, respirant le même air, ou peut-être un air différent, regardant les mêmes étoiles, mais dans des configurations que nous ne reconnaîtrions même pas. Je veux que vous réfléchissiez à cela pendant un instant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Imaginez que vous êtes un géologue, quelque part dans un désert reculé, et que vous creusez à travers des couches de roches vieilles de 300 millions d'années. Et là, dans cette roche, vous trouvez quelque chose qui ne devrait pas exister. Un objet, quelque chose qui porte la marque indéniable d'une fabrication intentionnelle. Pas un fossile naturel, pas un cristal formé par hasard, mais quelque chose de fabriqué. Que feriez-vous? Que penserait le monde? Et surtout, comment est-il possible que nous n'ayons jamais sérieusement posé cette question avant? La vérité, c'est que cette question a été posée par de vrais scientifiques, dans de vrais articles publiés dans de vraies revues scientifiques. Et la réponse qu'ils ont trouvée n'est pas du tout celle que vous attendez. Elle n'est ni un oui catégorique, ni un non définitif. Elle est quelque chose de bien plus troublant. Elle est « nous ne savons pas ». Et pire encore, nous ne pourrions probablement pas savoir, même si c'était vrai. Voilà le genre de question qui va nous accompagner ce soir. Le genre de question qui transforme votre façon de voir le sol sous vos pieds, le ciel au-dessus de votre tête et le temps lui-même. Alors, installez-vous confortablement. Cette nuit, nous allons voyager à travers des milliards d'années, explorer les profondeurs de la Terre et nous demander si nous sommes vraiment les premiers à avoir regardé ce monde et tenter de le comprendre. Avant de plonger dans ce voyage extraordinaire, permettez-moi de partager avec vous quelques faits qui vont, je l'espère, faire trembler vos certitudes. Notre planète, la Terre, a 4,540 milliards d'années. 4,54 milliards. Et c'est un nombre si colossal que notre cerveau humain est littéralement incapable de le concevoir de manière intuitive. Nous pouvons le dire, nous pouvons l'écrire, mais nous ne pouvons pas le ressentir. Alors essayons une analogie. Si toute l'histoire de la Terre était comprimée en une seule journée de 24 heures, alors la vie apparaîtrait vers 4 heures du matin. Les premiers animaux complexes n'arriveraient qu'à 9 heures du soir. Les dinosaures régneraient de 11 heures moins, le quart du soir, jusqu'à 11h39. Et les humains, l'intégralité de l'existence humaine, depuis nos premiers ancêtres bipèdes jusqu'à ce moment précis, n'occuperait que les toutes dernières secondes avant minuit. Et notre civilisation, tout ce que nous avons construit, toutes nos villes, nos routes, nos satellites, notre Internet, notre musique, notre art, notre science, tout cela n'existerait que dans les derniers 2/10 de millisecondes. 2/10 de millisecondes sur 24 heures. C'est notre place dans l'histoire de cette planète. Et maintenant, pensez à tout le temps qui est venu avant. Des milliards d'années, des éons entiers, des périodes si longues que des continents entiers se sont formés, ont dérivé, se sont fracturés, se sont réunis et se sont à nouveau séparés.
Des océans sont nés et ont disparu. Des atmosphères ont changé de composition à plusieurs reprises. Et pendant tout ce temps, la vie évoluait, s'adaptait, se diversifiait, mourait, renaissait. N'est-il pas incroyablement arrogant de supposer que dans tout cet immense océan de temps, l'intelligence n'a émergé qu'une seule fois, que la conscience, la curiosité, la capacité de bâtir, de penser, de créer, n'est apparue qu'au tout dernier instant? Et voici un autre fait qui devrait vous donner des frissons. La fossilisation, ce processus par lequel les restes d'organismes vivants sont préservés dans la roche, est un événement extraordinairement rare. Les scientifiques estiment que moins d'1%, et probablement beaucoup moins, de toutes les espèces qui ont jamais vécu sur Terre ont laissé une trace fossile. Cela signifie que pour chaque espèce que nous connaissons grâce au registre fossile, il y en a probablement des centaines, voire des milliers, qui ont existé et qui ont complètement disparu sans laisser la moindre trace. Des créatures qui ont vécu, qui se sont reproduites, qui ont évolué pendant des millions d'années et dont nous ne saurons jamais rien, absolument rien. Et le registre fossile n'est pas un livre complet de l'histoire de la vie. C'est un livre dont il manque 99% des pages. Et nous essayons de reconstituer l'histoire à partir des fragments qui restent. Alors, dans ces pages manquantes, qu'est-ce qui pourrait se cacher? Si ces questions éveillent votre curiosité, si elles font naître en vous ce frisson particulier de l'émerveillement scientifique, alors je vous invite à rester avec moi pour tout ce voyage. Et si vous appréciez ce genre d'exploration, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire avec votre théorie sur ce qui a pu exister avant nous, et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime se perdre dans les mystères de l'univers. Car ce soir, nous allons nous perdre ensemble, profondément, merveilleusement, dans l'un des plus grands mystères que la science ait jamais osé aborder. Pour comprendre pourquoi la question d'une civilisation préhumaine est si fascinante et si difficile à résoudre, nous devons d'abord comprendre à quel point la Terre est ancienne et combien de choses se sont produites dans cette immensité de temps. Commençons par le tout début. Il y a environ 4,540 milliards d'années, dans un coin relativement banal d'une galaxie spirale, elle-même tout à fait ordinaire. Un nuage de gaz et de poussière cosmique a commencé à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. Ce nuage, la nébuleuse solaire, contenait les restes d'étoiles mortes depuis longtemps. Des étoiles qui avaient forgé dans leur cœur brûlant tous les éléments lourds que nous connaissons. Le carbone, l'oxygène, le fer, le silicium, l'or. En s'effondrant, ce nuage a formé un disque rotatif au centre duquel notre Soleil s'est allumé. Et dans le disque environnant, des grains de poussière ont commencé à s'agglomérer, formant des cailloux, puis des rochers, puis des planétésimaux, puis des protoplanètes. La Terre est née de cette violence cosmique, un processus de collision et d'accumulation qui a duré des dizaines de millions d'années. Les premiers temps de notre planète étaient un enfer, au sens littéral du terme. Les géologues appellent cette période l'Adéen, du nom d'Hadès, le dieu grec des enfers. Et le nom est parfaitement approprié. La surface de la jeune Terre était un océan de roches en fusion, bombardé en permanence par des météorites et des comètes. Les températures étaient si élevées que la roche existait à l'état liquide. Il n'y avait pas d'atmosphère respirable, pas d'eau liquide à la surface, pas de sol solide sur lequel marcher.
C'était un monde de feu et de chaos. Et pourtant, c'est de ce chaos que tout est né. L'un des événements les plus spectaculaires de cette période est la collision avec Theia, un objet de la taille de Mars qui a percuté la Terre il y a environ 4 milliards 500 millions d'années. L'impact a été si violent qu'il a éjecté dans l'espace une quantité colossale de matière qui s'est ensuite agglomérée pour former notre Lune. Pensez à cela. La Lune, cet astre si familier, si rassurant dans notre ciel nocturne, est né de l'une des catastrophes les plus violentes de l'histoire du système solaire. La beauté née de la destruction. C'est un thème qui reviendra encore et encore dans notre histoire. Progressivement, et sur des centaines de millions d'années, la Terre s'est refroidie. Une croûte solide s'est formée à la surface, et quelque chose de miraculeux s'est produit. L'eau, apportée par les comètes et les astéroïdes qui bombardaient encore la planète et dégagée par l'activité volcanique intense, a commencé à se condenser. Les premiers océans sont apparus. Nous avons des preuves de l'existence d'eau liquide sur Terre des 4 milliards 400 millions d'années, grâce à l'analyse de minuscules cristaux de zircon trouvés en Australie occidentale. Ces cristaux, plus petits qu'un grain de sable, contiennent des signatures chimiques qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide. 4 milliards 400 millions d'années. C'est presque aussi vieux que la Terre elle-même. L'eau était là presque dès le début. Et avec l'eau, les conditions nécessaires à la vie sont apparues. La vie sur Terre a émergé avec une rapidité qui continue de surprendre les scientifiques. Les plus anciennes traces de vie connues datent d'environ 3 milliards 800 millions à 4 milliards 100 millions d'années. Ce sont des structures microscopiques, des signatures chimiques dans des roches anciennes, des isotopes de carbone qui portent la marque indéniable de processus biologiques. Certains scientifiques pensent que la vie pourrait être apparue encore plus tôt, presque immédiatement après que les conditions l'ont permis. Cela suggère quelque chose de profond. Soit la vie émerge facilement dès que les conditions sont réunies, soit la Terre a été extraordinairement chanceuse. Et pendant des milliards d'années, cette vie est restée simple. Des micro-organismes, des bactéries, des archées, des êtres unicellulaires qui ont lentement, patiemment transformé notre planète. L'un des événements les plus importants de l'histoire de la Terre s'est produit il y a environ 2 milliards 400 millions d'années. On l'appelle le grand événement d'oxydation ou la grande oxygénation. Des cyanobactéries, de minuscules organismes photosynthétiques, ont commencé à produire de l'oxygène en quantité massive. Cet oxygène, qui était un poison pour la plupart des formes de vie existantes à l'époque, a radicalement transformé l'atmosphère terrestre. Il a provoqué l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la vie, tuant la majorité des organismes anaérobies qui dominaient alors la planète. Mais il a aussi ouvert la voie à de nouvelles formes de vie, chez des organismes capables d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie de manière beaucoup plus efficace. C'est grâce à ces minuscules bactéries que vous et moi pouvons respirer aujourd'hui. La plus grande transformation environnementale de l'histoire de la Terre n'a pas été causée par un astéroïde ou un volcan. Elle a été causée par des êtres vivants. Retenez cette idée. Elle sera importante pour la suite. Après le grand événement d'oxydation, la Terre est entrée dans une période que les géologues
appelle parfois le milliard ennuyeux. Pendant environ 1 milliard d'années, de 1 milliard 800 millions à 800 millions d'années environ, il semble que relativement peu de choses spectaculaires se soient produites. Les niveaux d'oxygène sont restés relativement stables, la vie est restée principalement unicellulaire, et que les grands bouleversements semblent avoir été rares. Mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce simplement que le registre géologique de cette période est particulièrement mal préservé? Certains scientifiques pensent que le milliard ennuyeux n'était peut-être pas si ennuyeux que cela. Des évolutions cruciales mais invisibles pourraient s'être produites durant cette période, des développements génétiques, des symbioses cellulaires, des innovations métaboliques qui ont posé les fondations de l'explosion de vie complexe qui allait suivre. C'est un rappel important, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Ce qui semble vide dans le registre géologique pourrait simplement être un chapitre dont les pages ont été perdues. Puis, il y a environ 635 millions d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après une série de glaciations globales si extrêmes que la Terre entière était peut-être recouverte de glace, un événement connu sous le nom de Terre boule de neige, la vie a soudainement explosé en complexité. La période édiacarienne a vu l'apparition des premiers organismes multicellulaires, complexes. Des créatures étranges, aux formes bizarres, qui ne ressemblent à rien de ce qui existe aujourd'hui. Des disques, des frondes, des structures tubulaires. Nous ne savons même pas si certains de ces organismes étaient des animaux, des plantes, des champignons, ou quelque chose d'entièrement différent. Ils ont vécu, ils ont prospéré pendant des dizaines de millions d'années, et puis la plupart d'entre eux ont disparu, remplacés par les créatures de l'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne, où il y a environ 538 millions d'années, est l'un des événements les plus spectaculaires et les plus mystérieux de l'histoire de la vie. En une période géologiquement très courte, peut-être seulement 20 à 25 millions d'années, la quasi-totalité des grands groupes d'animaux que nous connaissons aujourd'hui sont apparus. Des arthropodes, des mollusques, des chordés, les ancêtres de tous les vertébrés, y compris nous. C'est comme si la vie avait soudainement découvert un tout nouveau répertoire de formes et de fonctions et s'était mise à les explorer frénétiquement. Les yeux sont apparus pour la première fois. Les prédateurs et les proies ont commencé leur course aux armements évolutifs éternels. Le monde est passé de tranquille et microbien à complexe, au dangereux et magnifiquement diversifié en un clin d'œil géologique. Et depuis l'explosion cambrienne, la vie n'a cessé de se diversifier, de se complexifier, d'explorer de nouvelles niches, de nouvelles stratégies, de nouvelles formes. Mais ce chemin n'a pas été linéaire. Il a été ponctué de catastrophes. La Terre a connu au moins 5 grandes extinctions de masse au cours des 540 derniers millions d'années. Chacune d'entre elles a anéanti une proportion significative de toutes les espèces vivantes. La plus dévastatrice de toutes s'est produite il y a environ 252 millions d'années, à la fin de la période permienne. On l'appelle la Grande Mort. 96% de toutes les espèces marines et environ 70% de toutes les espèces terrestres ont disparu. Et la Terre a été ramenée presque à zéro. Il a fallu des dizaines de millions d'années pour que les écosystèmes se rétablissent. La cause la plus probable est une série d'éruptions volcaniques massives en Sibérie, les trappes de Sibérie, qui ont libéré
des quantités phénoménales de gaz à effet de serre et de substances toxiques dans l'atmosphère. Mais la vitesse et l'ampleur de cette extinction continuent de faire débat parmi les scientifiques. Et chaque extinction de masse a été suivie d'une période de renouveau où de nouvelles formes de vie ont émergé pour remplir les niches écologiques laissées vacantes. C'est après l'extinction du Permien que les dinosaures ont finalement pu émerger et dominer la Terre. Et c'est après l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années, que les mammifères ont pu se diversifier et que nos propres ancêtres ont pu commencer leur ascension. Maintenant, gardez tout cela à l'esprit pendant un moment. Des milliards d'années de temps géologique, des centaines de millions d'années entre chaque grande extinction et la suivante, des périodes entières dont nous n'avons presque aucune trace, un registre fossile incomplet à un degré presque absurde. Et au milieu de tout cela, nous, les humains, occupant un fragment de temps si infime qu'il en est presque invisible. La question n'est pas tant de savoir si une civilisation préhumaine a existé. La question est, comment pourrions-nous le savoir? C'est exactement la question que se sont posées deux scientifiques remarquables. En 2018, Gavin Schmidt, directeur de l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA, et Adam Frank, professeur de physique et d'astronomie à l'Université de Rochester, ont publié un article dans l'International Journal of Astrobiology. Le titre de leur article était sobre et académique, mais la question qu'ils posaient était vertigineuse. Ils l'ont appelée l'hypothèse silurienne, un nom emprunté, avec un clin d'œil assumé, à une vieille série de science-fiction britannique, Doctor Who, où les Siluriens sont une race de reptiles intelligents qui habitaient la Terre avant les humains. Le nom a été choisi délibérément, avec humour, pour souligner le caractère spéculatif, mais légitime, de l'exercice. Car Schmidt et Frank ne prétendaient pas qu'une civilisation préhumaine avait existé. Ce qu'ils demandaient était à la fois plus subtil et plus profond. Si une telle civilisation avait existé il y a des dizaines ou des centaines de millions d'années, serions-nous capables de la détecter? Et la réponse à cette question, telle qu'ils l'ont explorée avec rigueur scientifique, est profondément troublante. Schmidt et Frank ont commencé par examiner quel type de preuves une civilisation industrielle laisserait dans le registre géologique. Pensez à notre propre civilisation. Nous transformons la surface de la planète à une échelle massive. Nous brûlons des combustibles fossiles, libérant du carbone qui était séquestré sous terre depuis des centaines de millions d'années. Nous fabriquons des substances synthétiques qui n'existent pas dans la nature, des plastiques, des chlorofluorocarbones, des polluants organiques persistants. Nous modifions la chimie des océans. Nous redistribuons les espèces à travers le globe. Nous faisons exploser des bombes nucléaires, laissant des signatures d'isotopes radioactifs dans les sédiments du monde entier. Nous modifions le cycle de l'azote par notre agriculture industrielle. Nous concentrons des éléments rares dans nos technologies, des terres rares, du lithium, du tantal. Si notre civilisation disparaissait demain et que la Terre continuait à tourner pendant 50 millions d'années, qu'est-ce qu'un futur géologue pourrait trouver? La première chose à comprendre est que presque rien de physique ne survivrait. Nos bâtiments, nos routes, nos ponts, nos machines, tout cela serait détruit en quelques milliers d'années tout au plus. Le béton se dégrade en quelques siècles à quelques millénaires. Et l'acier rouille en quelques centaines d'années.
le verre se dégrade chimiquement sur des échelles de temps similaires. Même nos matériaux les plus résistants seraient réduits en poussière par l'érosion, les réactions chimiques, les mouvements tectoniques et la simple action du temps. Pensez à la ville de New York. Si elle était abandonnée aujourd'hui, les plantes commenceraient à envahir les rues en quelques années. Les bâtiments commenceraient à s'effondrer en quelques décennies. En quelques siècles, les gratte-ciel ne seraient plus que des monticules de décombres. En quelques millénaires, même ces monticules seraient méconnaissables. Et en quelques millions d'années, il n'y aurait absolument rien de visible. Rien. L'idée que nous pourrions trouver les ruines d'un gratte-ciel ou d'une route vieux de 100 millions d'années est tout simplement impossible. La physique et la chimie ne le permettent pas. Mais les artefacts physiques ne sont pas les seules traces qu'une civilisation laisse. Les traces chimiques et isotopiques sont beaucoup plus durables. Et c'est là que l'analyse de Schmitt et Frank devient vraiment fascinante. Une civilisation industrielle qui brûle des combustibles fossiles modifie le rapport des isotopes de carbone dans l'atmosphère et, par conséquent, dans les sédiments océaniques et les roches sédimentaires qui se forment au fil du temps. Les combustibles fossiles sont enrichis en carbone 12 par rapport au carbone 13 parce qu'ils proviennent de matière organique ancienne qui a subi un fractionnement isotopique biologique. Lorsque vous brûlez ces combustibles et libérez ce carbone dans l'atmosphère, vous créez un déplacement mesurable dans le rapport carbone 13 sur carbone 12, un signal que les géochimistes appellent une excursion négative du delta carbone 13. Ce signal est exactement le genre de chose qui peut être préservé dans les roches sédimentaires pendant des centaines de millions d'années. Et devinez quoi? Le registre géologique montre plusieurs de ces excursions. Certaines sont bien expliquées par des causes naturelles, mais d'autres sont plus mystérieuses. Schmitt et Frank ont également examiné d'autres signatures potentielles. Une civilisation qui pratique l'agriculture industrielle modifierait le cycle de l'azote de manière détectable, créant des anomalies dans les rapports isotopiques de l'azote préservés dans les sédiments. Une civilisation qui utilise des combustibles fossiles ou qui provoque des feux massifs laisserait des niveaux élevés de suie et de cendres dans les couches sédimentaires. Une civilisation qui fabrique des matériaux synthétiques pourrait laisser des traces moléculaires détectables, même après des millions d'années de dégradation chimique. Et une civilisation qui maîtrise l'énergie nucléaire laisserait des isotopes radioactifs à longue durée de vie qui seraient détectables pendant des millions, voire des milliards d'années. Le problème, et c'est là que les choses deviennent vraiment compliquées, est que la plupart de ces signatures peuvent aussi être produites par des processus naturels. Les éruptions volcaniques libèrent d'énormes quantités de carbone. Les impacts de météorites provoquent des incendies globaux. Les changements dans la circulation océanique modifient les cycles biogéochimiques. Comment distinguer la signature d'une civilisation de la signature d'un volcan? Schmitt et Frank ont identifié un critère clé, la vitesse. Les processus naturels, même les plus violents, tendent à libérer du carbone et d'autres substances sur des échelles de temps de milliers à des dizaines de milliers d'années. Une civilisation industrielle, en revanche, libère ces mêmes substances sur des échelles de temps de siècles, voire de décennies. C'est beaucoup plus rapide. Alors, si nous trouvons dans le registre géologique
une perturbation chimique qui s'est produite sur une échelle de temps anormalement courte. Une perturbation qui ne s'explique pas facilement par les mécanismes géologiques habituels, cela pourrait, et je dis bien pourrait, être la signature d'une activité industrielle. Et c'est exactement ce qui nous amène à l'un des événements les plus intrigants de l'histoire géologique récente de la Terre. Il y a environ 56 millions d'années, à la frontière entre le Paléocène et l'Éocène, quelque chose de spectaculaire s'est produit. Les températures globales ont augmenté de 5 à 8 degrés Celsius en une période géologiquement très courte. Les océans se sont acidifiés. Les écosystèmes marins ont été profondément perturbés. Des espèces ont migré vers les pôles. Les forêts tropicales se sont étendues jusqu'aux latitudes arctiques. Des palmiers poussaient au Groenland. Des crocodiles nageaient dans l'océan Arctique. Cet événement, connu sous le nom de maximum thermique du Paléocène-Éocène, ou PETM selon son acronyme anglais, était l'un des épisodes de réchauffement climatique rapide les mieux documentés de l'histoire géologique. Et il présente des similarités troublantes avec ce que notre propre civilisation est en train de faire au climat de la Terre. La cause du PETM est l'injection massive de carbone dans l'atmosphère. Les géochimistes peuvent le voir clairement dans les sédiments océaniques, une excursion négative brutale du delta carbone 13, indiquant l'arrivée soudaine d'une énorme quantité de carbone léger dans le système atmosphère-océan. Les estimations varient, mais entre 1000 et 10 000 milliards de tonnes de carbone ont été libérées en un temps relativement court. L'explication la plus couramment acceptée fait intervenir l'activité volcanique associée à l'ouverture de l'Atlantique Nord, née ce qu'on appelle la province ignée de l'Atlantique Nord. Ces éruptions volcaniques auraient pu réchauffer les sédiments océaniques, libérant les hydrates de méthane piégés dans les fonds marins. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre, aurait alors déclenché un réchauffement en cascade. Mais il y a un problème. La vitesse à laquelle le carbone a été libéré lors du PETM est étonnamment rapide. Certaines études suggèrent que la majeure partie du carbone a été injectée en quelques milliers d'années seulement, voire peut-être en quelques siècles. C'est extraordinairement rapide pour un processus géologique. Et c'est précisément le genre de signature temporelle que Schmitt et Frank identifient comme potentiellement compatible avec une activité industrielle. Maintenant, soyons absolument clairs. La grande majorité des scientifiques attribuent le PETM à des causes naturelles, et il existe de très bonnes raisons de le faire. Les preuves du volcanisme sont solides. Les mécanismes de rétroaction impliquant les hydrates de méthane sont bien compris. Il n'y a pas de preuves positives directes, irréfutables, d'une civilisation au Paléocène. Ce que Schmitt et Frank soulignent, ce n'est pas que le PETM a été causé par une civilisation. C'est que si une civilisation avait causé un événement similaire, il y a 56 millions d'années, le signal dans le registre géologique ressemblerait exactement à ce que nous observons. L'empreinte d'une civilisation et l'empreinte d'un épisode volcanique massif pourraient, après 56 millions d'années de dégradation, de compaction et d'altération géologique, être virtuellement indistinguables. Et c'est une idée à la fois fascinante et profondément humiliante, non pas parce qu'elle prouve quoi que ce soit, mais parce qu'elle révèle les limites de notre capacité à lire le passé. Et le PETM n'est pas le seul événement suspect dans le registre géologique. Il y a eu plusieurs autres épisodes de réchauffement rapide
et d'injection de carbone au cours de l'Éocène, des événements appelés hyperthermales, qui partagent certaines des caractéristiques du PETM, bien qu'à une échelle plus petite. Il y a eu les événements anoxiques océaniques du Crétacé, des épisodes où les océans ont perdu leur oxygène à grande échelle, provoquant des extinctions marines massives. Il y a eu des anomalies isotopiques diverses à différents moments de l'histoire géologique qui ne s'expliquent pas parfaitement par les modèles standards. Or, chacun de ces événements a des explications naturelles plausibles. Mais chacun d'entre eux pourrait aussi, théoriquement, contenir dans son signal la trace d'autre chose, d'une activité que nous n'avons pas les outils, ou peut-être pas l'imagination, pour reconnaître. Maintenant, posons une question différente, mais tout aussi fascinante. Si une civilisation avait existé sur Terre avant les humains, quelle espèce aurait pu la créer? Cette question nous oblige à réfléchir à la nature même de l'intelligence et à reconnaître quelque chose que les biologistes savent depuis longtemps. L'intelligence n'est pas un accident unique, elle a évolué de manière indépendante à de multiples reprises, dans des lignées complètement séparées de l'arbre de la vie. Considérez les pieuvres. Ces créatures extraordinaires appartiennent à un groupe, les céphalopodes, qui a divergé de notre propre lignée il y a plus de 500 millions d'années. Et pourtant, les pieuvres sont capables de résoudre des problèmes complexes, d'utiliser des outils, de planifier, de jouer, et même de reconnaître des individus humains. Elles ont un système nerveux radicalement différent du nôtre, avec la majorité de leurs neurones situés dans leurs bras plutôt que dans un cerveau centralisé. Elles représentent une forme d'intelligence qui a évolué de manière complètement indépendante de la nôtre, prouvant que l'intelligence est une solution évolutive qui peut émerger dans des conditions très différentes. Considérez les corvidés, la famille des corbeaux et des corneilles. Ces oiseaux sont capables de fabriquer et d'utiliser des outils, de planifier pour l'avenir, de comprendre des relations causales complexes et même de faire preuve de ce qui ressemble à de la créativité. Le corbeau calédonien, par exemple, fabrique des outils en modifiant des brindilles et des feuilles. Un comportement que certains chercheurs considèrent comme une forme de technologie rudimentaire. Et ces capacités ont évolué de manière indépendante chez les oiseaux, dont la lignée a divergé de celle des mammifères il y a des centaines de millions d'années. Les dauphins et les baleines représentent encore un autre exemple. Les dauphins possèdent l'un des rapports cerveau-corps les plus élevés de tout le règne animal. Ils sont capables de se reconnaître dans un miroir, un test classique de conscience de soi. Ils utilisent des outils, comme des éponges marines, pour protéger leur museau pendant qu'ils fouillent le fond de l'océan. Ils ont des structures sociales complexes, des dialectes régionaux dans leur communication, et ce qui semble être des traditions culturelles transmises de génération en génération. Les éléphants montrent de l'empathie, pleurent leur mort, utilisent des outils et possèdent des mémoires extraordinaires. Les grands singes, nos plus proches parents, utilisent des outils, communiquent par des gestes complexes et montrent des signes de pensée abstraite. Le message est clair. L'intelligence n'est pas un miracle qui ne s'est produit qu'une seule fois. C'est une stratégie évolutive qui a émergé indépendamment dans de multiples lignées. La capacité de résoudre des problèmes, d'utiliser des outils, de communiquer des informations complexes. Toutes ces caractéristiques
que nous considérons comme les fondements de la civilisation, ont évolué encore et encore, de manière indépendante, dans des groupes d'animaux très différents. Si l'intelligence émerge si facilement, n'est-il pas raisonnable de penser qu'elle a pu émerger à un niveau que nous ne soupçonnons pas, à un moment que nous ne pouvons pas observer dans les profondeurs du temps géologique? Et maintenant, considérons les candidats les plus plausibles. Les dinosaures sont bien sûr les premiers qui viennent à l'esprit, et pour de bonnes raisons. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 165 millions d'années. 165 millions d'années. Laissez ce nombre résonner dans votre esprit. C'est 550 fois plus longtemps que les humains modernes n'ont existé. Donc c'est plus de 30 000 fois plus longtemps que l'ensemble de la civilisation humaine enregistrée. Pendant tout ce temps, les dinosaures se sont diversifiés en une variété stupéfiante de formes et de tailles. Certains étaient les plus grands animaux terrestres qui aient jamais vécu. D'autres étaient aussi petits que des pigeons. Certains étaient des herbivores, d'autres des carnivores, d'autres des omnivores. Certains vivaient en solitaire, d'autres en groupes sociaux complexes. Et certains d'entre eux étaient remarquablement intelligents. Le Troodon est un petit dinosaure théropode qui vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 77 millions d'années. Il mesurait environ 2 mètres de long et pesait environ 50 kg. Mais ce qui le rend extraordinaire, c'est son cerveau. Le Troodon avait le plus grand rapport cerveau-corps de tous les dinosaures connus. Ses yeux étaient grands et tournés vers l'avant, lui donnant une vision stéréoscopique, une caractéristique commune chez les prédateurs intelligents. Ses mains étaient préhensiles, capables de saisir des objets. Il avait une posture bipède, libérant ses membres antérieurs pour la manipulation. En un mot, le Troodon possédait plusieurs des caractéristiques physiques que nous associons au développement de l'intelligence chez les primates. En 1982, le paléontologue canadien Dale Russell a proposé une expérience de pensée fascinante. Il s'est demandé que serait devenu le Troodon s'il avait continué à évoluer pendant 77 millions d'années supplémentaires. Au lieu d'être éliminé par l'astéroïde qui a frappé la Terre il y a 66 millions d'années, Russell a créé un modèle hypothétique qu'il a appelé le dinosauroïde, une créature bipède aux mains habiles, à la grande tête, qui aurait pu développer l'intelligence et éventuellement la civilisation. L'exercice de Russell était spéculatif, bien sûr, et il a été critiqué pour avoir projeté trop de caractéristiques humaines sur un organisme hypothétique. Mais le point fondamental reste valide. Les dinosaures avaient le temps et le potentiel évolutif pour développer l'intelligence. 165 millions d'années est un temps inimaginablement long. Des choses extraordinaires peuvent se produire en 165 millions d'années. Mais les dinosaures ne sont pas les seuls candidats possibles. Avant les dinosaures, au cours de la période permienne, de 298 à 252 millions d'années, un autre groupe d'animaux dominait la Terre. Les thérapsides, parfois appelés les reptiles mammaliens. Ces créatures étaient en réalité les ancêtres des mammifères modernes. Certains d'entre eux avaient développé des caractéristiques remarquablement avancées, des dents différenciées suggérant des régimes alimentaires complexes, des postures plus redressées et possiblement des formes rudimentaires, de sang chaud. Certains thérapsides vivaient en groupes sociaux et montraient
des signes de soins parentaux. Ils avaient des dizaines de millions d'années devant eux, avant l'extinction du Permien. Et comme les dinosaures, ils avaient le potentiel brut pour développer l'intelligence. Mais si l'évolution les avait poussés dans cette direction? Et si nous remontons encore plus loin, vers la période carbonifère, de 358 à 298 millions d'années, nous trouvons un monde radicalement différent, mais tout aussi fascinant. L'atmosphère contenait beaucoup plus d'oxygène qu'aujourd'hui, peut-être jusqu'à 35% contre 21% actuellement. Cette abondance d'oxygène a permis le développement d'insectes géants, des libellules avec une envergure de 70 cm, des 1000 pattes de plus de 2 mètres de long. Les premiers reptiles sont apparus. Les forêts denses de fougères et de lycophytes couvraient les continents. C'était un monde d'une richesse biologique extraordinaire. Et si l'intelligence avait émergé dans ce monde? Et ne serait-il concevable qu'une forme de vie radicalement différente de tout ce que nous connaissons ait développé une forme de civilisation dans ces forêts carbonifères il y a 300 millions d'années? Et puis, il y a l'océan. L'océan couvre 70% de la surface de la Terre, et c'est l'un des environnements les moins explorés et les moins compris de notre planète. La vie dans l'océan est plus ancienne, plus diverse et, à bien des égards, plus complexe que la vie sur Terre. Les céphalopodes, les ancêtres des pieuvres et des calamars modernes, existent sous une forme ou une autre depuis plus de 500 millions d'années. Certains céphalopodes fossiles avaient des cerveaux relativement grands et des systèmes sensoriels sophistiqués. Si une forme d'intelligence et même de civilisation avait émergé dans l'océan, et elle serait presque certainement indétectable dans le registre géologique. Les constructions marines seraient dissoutes ou enfouies. Les outils organiques seraient décomposés. Les traces chimiques seraient diluées et dispersées. Une civilisation océanique, même une civilisation technologiquement avancée, pourrait ne laisser aucune trace que nous serions capables de détecter après des millions d'années. C'est une pensée à la fois terrifiante et merveilleuse. L'océan pourrait cacher des secrets que nous ne soupçonnons même pas. Il est important de souligner ici que lorsque nous parlons d'une possible civilisation préhumaine, nous ne devons pas nécessairement imaginer quelque chose qui ressemble à notre propre civilisation. L'anthropocentrisme, cette tendance à projeter nos propres caractéristiques et nos propres critères sur tout ce que nous étudions, est l'un des plus grands obstacles à la pensée scientifique créative. Une civilisation ne doit pas nécessairement avoir des villes, des routes, des bâtiments ou une technologie métallique. Elle pourrait être basée sur des technologies biologiques, utilisant des organismes vivants comme outils et comme matériaux de construction. Elle pourrait être une civilisation distribuée, sans centre urbain, étendue sur de vastes territoires de manière diffuse. Elle pourrait communiquer par des moyens chimiques plutôt que sonores. Elle pourrait avoir des structures sociales et des systèmes de connaissances radicalement différents de tout ce que nous pouvons imaginer. Le fait que nous cherchions des traces qui ressemblent à ce que nous connaissons est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons rien trouvé. Nous cherchons peut-être les mauvaises choses. Nous sommes maintenant profondément engagés dans ce voyage, et j'espère que ces idées font naître en vous le même émerveillement qu'elles provoquent en moi. Si c'est le cas,
Si vous êtes allongé dans votre lit en ce moment, laissant ces pensées flotter dans votre esprit comme des étoiles dans un ciel nocturne, alors nous partageons quelque chose de beau. La curiosité, le désir de comprendre, l'acceptation que le monde est plus vaste, plus profond et plus mystérieux que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton s'abonner, c'est le moment. Laissez un commentaire avec votre théorie la plus folle sur ce qui a pu exister avant nous. Et continuons ensemble. Car il y a un aspect de cette question que nous n'avons pas encore abordé en profondeur et qui est peut-être le plus important de tous. Même si une civilisation intelligente avait existé sur Terre il y a des millions ou des centaines de millions d'années, la Terre elle-même possède des mécanismes extraordinairement efficaces pour effacer toute trace de leur passage. La Terre est, en un sens, une machine à détruire les preuves. Et comprendre comment elle fonctionne est essentiel pour comprendre pourquoi la question de la civilisation préhumaine est si difficile à résoudre. Le premier et le plus puissant de ces mécanismes est la tectonique des plaques. La surface de la Terre n'est pas une coquille rigide et fixe. Elle est composée de grandes plaques qui flottent sur le manteau visqueux en dessous et se déplacent lentement à la vitesse de quelques centimètres par an, à peu près la vitesse à laquelle vos ongles poussent. À certains endroits, les plaques s'écartent l'une de l'autre, créant de nouvelles croûtes océaniques à partir de la roche fondue qui monte des profondeurs. À d'autres endroits, les plaques se rapprochent et l'une plonge sous l'autre dans un processus appelé subduction, entraînant la croûte océanique et tout ce qu'elle porte dans les profondeurs du manteau, où elle est fondue, recyclée et éventuellement réémise sous forme de lave volcanique. Ce processus est continu, incessant, implacable, et il a une conséquence extraordinaire pour notre question. La plus ancienne croûte océanique qui existe aujourd'hui sur le fond des océans n'a qu'environ 200 millions d'années. Tout ce qui est plus ancien a été subducté, fondu et recyclé. Cela signifie que toute preuve qui aurait pu exister sur le fond des océans avant le Jurassique a été complètement détruite, emportée dans les entrailles de la Terre, fondue et reformée en nouvelles roches. Et étant donné que les océans couvrent 70% de la surface de la Terre, cela signifie que 70% de toute preuve potentielle d'une civilisation antérieure au Jurassique est automatiquement, irréversiblement détruite. Mais la tectonique des plaques ne se contente pas de recycler la croûte océanique, elle réarrange aussi les continents. Au cours de l'histoire de la Terre, les continents se sont assemblés en supercontinents géants, puis se sont fragmentés, puis se sont réassemblés, encore et encore. La Pangée, que la plupart des gens connaissent, n'était que le supercontinent le plus récent. Avant elle, il y avait le Gondwana et la Laurasie. Avant eux, il y avait la Rodinia, il y a environ 1 milliard d'années. Et avant elle, la Columbia, il y a environ 1,8 milliard d'années. Chaque cycle de formation et de fragmentation d'un supercontinent implique des processus tectoniques massifs, des chaînes de montagnes qui se forment lorsque les continents entrent en collision, des océans qui s'ouvrent lorsqu'ils se séparent, des couches sédimentaires qui sont plissées, faillées, métamorphisées et déformées au-delà de toute reconnaissance. Et les preuves qui auraient pu exister dans ces couches sédimentaires sont étirées, comprimées, chauffées et transformées chimiquement. Elles deviennent du schiste, du gneiss, du marbre, des roches dont les caractéristiques originales sont presque complètement effacées.
Imaginez essayer de lire un livre qui a été mis dans un four à 1000 degrés, comprimé sous des millions de tonnes de roches et trempé dans de l'eau acide pendant des millions d'années. C'est essentiellement ce que la tectonique des plaques fait aux preuves géologiques. Le deuxième grand mécanisme d'effacement est l'érosion et l'altération. La surface de la Terre est soumise à un assaut constant d'agents destructeurs. L'eau, sous toutes ses formes, est le plus puissant. La pluie dissout les minéraux. Les rivières creusent des vallées et transportent des sédiments vers la mer. Les glaciers broient la roche en poudre fine. Les vagues de l'océan rongent les côtes. L'eau qui s'infiltre dans les fissures des roches gèle et dégèle, fracturant la pierre de l'intérieur. Le vent transporte des particules abrasives qui polissent et sculptent les surfaces rocheuses. Les racines des plantes pénètrent dans les fissures et élargissent les fractures. Les organismes vivants, des bactéries aux vers de terre, décomposent la roche à un niveau microscopique. Tous ces processus travaillent ensemble, sans relâche, jour après jour, siècle après siècle, millénaire après millénaire, pour réduire les montagnes en plaines et les plaines en sédiments. L'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, est en train d'être érodée en ce moment même. Et chaque goutte de pluie qui tombe sur ces sommets emporte des particules de roche vers les rivières, puis vers l'océan. Donnez suffisamment de temps à l'érosion, et même l'Himalaya disparaîtra. Les montagnes sont temporaires. Les continents sont temporaires. Tout est temporaire à l'échelle du temps géologique. Le troisième mécanisme est le métamorphisme et la diagenèse. Lorsque des sédiments sont enfouis sous des couches de plus en plus épaisses de sédiments supplémentaires, ils sont soumis à des températures et des pressions croissantes. Ce processus, la diagenèse, transforme progressivement les sédiments meubles en roches solides. Le sable devient du grès. La boue devient du schiste. Les coquillages et le calcaire deviennent des roches calcaires. Au cours de ce processus, les structures et les signatures chimiques originales sont altérées. Plus la roche est profondément enfouie, plus les températures et les pressions sont élevées, et plus les transformations sont profondes. À des températures et des pressions suffisamment élevées, la roche subit un métamorphisme complet. Les minéraux recristallisent, les structures sont oblitérées et la roche originale devient méconnaissable. Le schiste devient de l'ardoise, puis du phyllite, puis du schiste cristallin, puis du gneiss. Le calcaire devient du marbre. Le grès devient de la quartzite. Et dans chacune de ces transformations, un peu plus d'information est perdue. Un peu plus du passé est effacé. La combinaison de ces trois mécanismes, tectonique des plaques, érosion et métamorphisme, crée un système extraordinairement efficace de destruction des preuves. Et le résultat est que plus nous essayons de remonter dans le temps géologique, moins nous avons d'informations. Le registre géologique du Quaternaire, les 2 derniers millions d'années, est relativement riche et détaillé. Celui du Mésozoïque, l'ère des dinosaures, est beaucoup plus fragmentaire. Celui du Paléozoïque, les 540 à 252 millions d'années, est encore plus lacunaire. Et celui du Précambrien, les 4 milliards d'années qui précèdent le Paléozoïque, est extraordinairement pauvre. Il y a des milliards d'années d'histoire de la Terre dont nous ne savons presque rien. Des milliards d'années de silence géologique. Et c'est dans ce silence que se cache la possibilité qui nous fascine ce soir.
Pour mettre les choses en perspective, considérons le paradoxe de la préservation. Nous luttons pour trouver des preuves de choses que nous savons avoir existé. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 165 millions d'années, et pourtant, nous n'avons trouvé de fossiles que pour une infime fraction de toutes les espèces de dinosaures qui ont vécu. Les estimations suggèrent que nous n'avons découvert que 10 à 25% de tous les genres de dinosaures. Et ce sont des animaux à os, des créatures avec des squelettes durs qui se fossilisent relativement bien. Pour les organismes à corps mou, le taux de fossilisation est infiniment plus bas. Des écosystèmes entiers d'invertébrés, de plantes, de champignons ont existé pendant des millions d'années sans laisser la moindre trace fossile. Si nous ne pouvons pas trouver la plupart des dinosaures, comment pourrions-nous trouver une civilisation qui a peut-être duré seulement quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années? Faisons un calcul simple. Supposons qu'une civilisation ait existé et duré 100 000 ans. En termes géologiques, 100 000 ans, c'est un battement de cœur. Les sédiments déposés pendant cette période formeraient une couche de quelques centimètres à quelques mètres d'épaisseur, selon l'environnement. Après des millions d'années de compaction, cette couche pourrait être réduite à quelques millimètres. Après des dizaines de millions d'années de métamorphisme, elle pourrait être presque indétectable. Et si elle se trouve dans une zone qui a été subductée, elle n'existe plus du tout. Le rapport signal sur bruit est écrasant. Puis les signaux laissés par une civilisation éphémère seraient noyés dans le bruit de fond des processus géologiques naturels qui opèrent à des échelles de temps et d'intensité beaucoup plus grandes. Schmitt et Frank arrivent à une conclusion sobre mais profonde dans leur article. Ils ne disent pas qu'une civilisation préhumaine a existé. Ils disent que si une telle civilisation avait existé, les seules traces que nous pourrions raisonnablement espérer détecter seraient des anomalies chimiques et isotopiques subtiles dans le registre sédimentaire, et non des artefacts physiques. Et même, ces traces chimiques seraient difficiles, voire impossibles, à distinguer des perturbations causées par des processus naturels. La conclusion est à la fois humiliante et libératrice. Humiliante, parce qu'elle nous rappelle à quel point notre capacité à lire le passé est limitée. Et libératrice, parce qu'elle nous invite à accepter le mystère, à reconnaître que l'univers et même notre propre planète pourraient contenir des histoires que nous ne connaîtrons jamais. Mais notre exploration ne serait pas complète si nous ne regardions pas au-delà de notre propre planète. Car la question de la civilisation préhumaine ne se limite pas à la Terre. Notre système solaire contient d'autres mondes qui, à un moment ou un autre de leur histoire, ont pu être habitables. Et l'idée qu'une civilisation ait pu exister sur l'un de ces mondes, peut-être même avant que la vie complexe n'apparaisse sur Terre, est une possibilité que la science prend de plus en plus au sérieux. Mars est bien sûr le candidat le plus évident et le plus fascinant. Et aujourd'hui, Mars est un monde froid, sec et apparemment mort, avec une atmosphère si ténue qu'elle ne pourrait pas soutenir la vie telle que nous la connaissons. Mais Mars n'a pas toujours été ainsi. Il y a environ 4 milliards d'années, pendant une période que les géologues appellent le Noachien, Mars était un monde radicalement différent. Elle avait une atmosphère plus épaisse, un champ magnétique qui la protégeait du vent solaire et de l'eau liquide en abondance à sa surface. Des rivières coulaient dans des vallées profondes. Des lacs, peut-être même un océan couvrant une grande partie de l'hémisphère nord, existaient.
Les températures étaient suffisamment élevées pour permettre à l'eau de rester liquide. En un mot, Mars était habitable. Et elle l'est restée pendant des centaines de millions d'années, peut-être même 1 milliard d'années. C'est plus que suffisant pour que la vie apparaisse et évolue. Si la vie est apparue sur Terre presque dès que les conditions l'ont permis, comme le suggèrent les données, alors il est tout à fait raisonnable de penser que la vie a pu apparaître sur Mars également, pendant sa période humide. Mais la vie sur Mars a-t-elle pu évoluer au-delà du stade microbien? C'est une question ouverte. Nous n'avons pas de preuves que ce soit le cas, mais nous n'avons pas non plus de preuves que ce ne soit pas le cas. Mars a eu des centaines de millions d'années de conditions habitables. C'est beaucoup de temps, pas autant que ce que la vie a eu sur Terre, mais potentiellement suffisant pour que des organismes complexes apparaissent, surtout si les conditions étaient favorables. Et si, dans un scénario hypothétique extrême, l'intelligence et même une forme de civilisation avaient émergé sur Mars pendant cette fenêtre de habitabilité, que resterait-il aujourd'hui? Probablement très peu. La surface de Mars est soumise à une érosion éolienne intense, à des radiations ultraviolettes et cosmiques destructrices, et à des processus d'oxydation qui détruisent les molécules organiques. 4 milliards d'années de ces processus auraient probablement effacé toute trace directe d'une civilisation martienne. Il faudrait creuser profondément sous la surface, dans des couches sédimentaires protégées de la radiation et de l'érosion, pour avoir une chance de trouver quelque chose. C'est exactement ce que les missions martiennes actuelles et futures tentent de faire. Le rover Perseverance de la NASA collecte des échantillons de roches martiennes qui seront un jour ramenés sur Terre pour une analyse détaillée. Peut-être que dans ces échantillons, nous trouverons les premières preuves de vie martienne. Et peut-être, juste peut-être, ces preuves seront plus complexes que de simples microbes. Vénus est un autre candidat fascinant, bien que peut-être le plus tragique de tous. Aujourd'hui, Vénus est un enfer. Sa surface est chauffée à 470 degrés Celsius par un effet de serre incontrôlé. Son atmosphère est composée principalement de dioxyde de carbone, avec des nuages d'acide sulfurique. La pression à la surface est 90 fois celle de la Terre. Aucune forme de vie telle que nous la connaissons ne pourrait survivre à la surface de Vénus. Mais Vénus n'a pas toujours été ainsi. Des modèles climatiques récents suggèrent que Vénus pourrait avoir eu des océans d'eau liquide pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'années, peut-être jusqu'à il y a environ 700 millions d'années. Si ces modèles sont corrects, Vénus a été un monde habitable pendant beaucoup plus longtemps que Mars, et c'est une durée largement suffisante pour que la vie apparaisse et évolue vers une complexité considérable. Mais voici le point crucial. La surface de Vénus a été complètement resurfacée par une activité volcanique massive il y a environ 300 à 500 millions d'années. Des coulées de lave ont recouvert la quasi-totalité de la planète, oblitérant tout ce qui existait auparavant. Si une civilisation avait existé sur Vénus avant cet événement, et ses traces auraient été ensevelies sous des kilomètres de basalte. C'est l'effacement ultime. Et c'est un rappel poignant que l'univers n'est pas tendre avec les archives du passé. Il y a eu aussi la controverse de la phosphine en 2020, lorsqu'une équipe de scientifiques a annoncé avoir détecté de la phosphine, un gaz associé sur Terre
à des processus biologiques dans l'atmosphère de Vénus. La découverte a été vivement débattue, certains scientifiques contestant les résultats, d'autres proposant des explications non biologiques. La question n'est pas encore complètement résolue. Mais même si la phosphine est réellement présente dans l'atmosphère de Vénus, elle n'indiquerait probablement pas une civilisation, mais plutôt une forme de vie microbienne dans les couches nuageuses. Néanmoins, la possibilité que la vie existe aujourd'hui dans les nuages de Vénus est une idée extraordinaire qui continue de fasciner les astrobiologistes. Et au-delà de Mars et de Vénus, il y a les mondes océaniques du système solaire externe, des lieux qui, il y a seulement quelques décennies, étaient considérés comme des boules de glace mortes et sans intérêt, mais qui se sont révélés être parmi les endroits les plus fascinants du système solaire. Europe, la lune de Jupiter, possède un océan d'eau liquide sous une croûte de glace. Cet océan contient probablement plus d'eau que tous les océans de la Terre combinés. Et au fond de cet océan, il pourrait y avoir des sources hydrothermales, exactement le genre d'environnement que de nombreux scientifiques considèrent comme le berceau possible de la vie sur Terre. Encelade, une petite lune de Saturne, a surpris tout le monde lorsque la sonde Cassini a découvert des geysers d'eau s'élevant de sa surface glacée. L'analyse de ces geysers a révélé la présence de molécules organiques complexes et de silice, suggérant fortement l'existence de sources hydrothermales au fond d'un océan souterrain. Et Titan, la plus grande lune de Saturne, est un monde à part entière. Avec son atmosphère épaisse, ses lacs et ses mers de méthane liquide, sa chimie organique complexe, Titan est un laboratoire naturel pour la chimie prébiotique. Si la vie existe sur Titan, elle serait radicalement différente de la vie terrestre, peut-être basée sur des solvants différents de l'eau, ouvrant des perspectives vertigineuses sur la diversité possible de la vie dans l'univers. La question que tous ces mondes nous posent est la suivante. Si la vie peut apparaître sur Terre presque immédiatement après que les conditions le permettent, et si ces conditions existent ou ont existé sur plusieurs autres corps du système solaire, alors la vie pourrait être beaucoup plus commune dans l'univers que nous ne le pensions. Et si la vie est commune, alors l'intelligence pourrait l'être aussi. Et si l'intelligence est commune, alors les civilisations pourraient l'être également. Et cette ligne de raisonnement nous conduit inexorablement vers l'une des plus grandes questions de la science moderne, le paradoxe de Fermi. Il y a aussi une idée encore plus radicale qui mérite d'être mentionnée, la panspermie. La panspermie est l'hypothèse selon laquelle la vie, ou du moins les ingrédients de la vie, peut voyager d'un monde à un autre, transporté par des météorites, des astéroïdes ou des comètes. Nous savons que des roches martiennes se trouvent sur Terre, éjectées de la surface de Mars par des impacts violents et transportées à travers l'espace pendant des millions d'années avant de tomber sur notre planète. Nous savons que certaines formes de vie, en particulier les bactéries et les tardigrades, peuvent survivre pendant des périodes prolongées dans le vide de l'espace, protégées à l'intérieur de roches. Il est donc théoriquement possible que la vie sur Terre ait son origine sur Mars, ou vice-versa. Et si la vie peut voyager entre les planètes, alors les histoires de la vie sur chaque monde ne sont pas indépendantes. Elles pourraient être interconnectées de manière que nous commençons à peine à imaginer. La Terre et Mars
pourraient partager une ascendance biologique commune. La vie terrestre pourrait être, en un sens, martienne, ou la vie martienne pourrait être terrestre, ou les deux pourraient provenir d'une source commune, ailleurs dans le système solaire. Cette interconnexion potentielle rend la question de la civilisation préhumaine encore plus vaste. Ce n'est pas seulement une question sur la Terre, c'est une question sur le système solaire tout entier. Tout cela nous amène naturellement au paradoxe de Fermi, l'une des questions les plus profondes et les plus troublantes de la science moderne. En 1950, le physicien Enrico Fermi, alors qu'il déjeunait avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos, a posé une question simple mais dévastatrice. Où sont-ils? Si l'univers est si vaste, si ancien, et si les conditions pour la vie sont si communes, alors pourquoi n'avons-nous aucune preuve de civilisation extraterrestre? Les chiffres semblent accablants. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Notre seule galaxie, la Voie lactée, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Des études récentes suggèrent que la plupart de ces étoiles ont des planètes et qu'une fraction significative de ces planètes se trouve dans la zone habitable de leur étoile, là où l'eau liquide pourrait exister à la surface. La Voie lactée a environ 13 milliards d'années. La Terre n'a que 4 milliards et demi d'années. Il y a des milliards de planètes potentiellement habitables qui sont des milliards d'années plus anciennes que la Terre. Et si la vie et l'intelligence émergent même occasionnellement sur ces planètes, l'univers devrait grouiller de civilisation. Et pourtant, le silence est assourdissant. Pas de signaux radio, pas de mégastructures visibles, pas de vaisseaux spatiaux en orbite, pas de visiteurs, rien. Pourquoi? De nombreuses explications ont été proposées au fil des décennies. L'une des plus influentes est l'idée du grand filtre, proposée par l'économiste Robin Hanson en 1996. Le grand filtre postule qu'il existe une ou plusieurs étapes dans l'évolution de la vie vers une civilisation technologique avancée qui sont extraordinairement difficiles à franchir. Un obstacle si redoutable que la grande majorité des tentatives échouent. La question terrifiante est: où se trouve le grand filtre? Est-il derrière nous ou devant nous? Et si le grand filtre est derrière nous, cela signifierait qu'une des étapes que la vie terrestre a déjà franchies, l'apparition de la vie, l'évolution de cellules eucaryotes, l'émergence de la vie multicellulaire, le développement de l'intelligence, était extraordinairement improbable. Nous serions les survivants chanceux d'un processus que presque personne d'autre n'a réussi à traverser. C'est une perspective étrangement réconfortante, car elle signifierait que la partie la plus difficile est derrière nous. Mais si le grand filtre est devant nous, cela signifierait que quelque chose de terrible attend les civilisations technologiques, quelque chose qui les détruit avant qu'elles puissent coloniser la galaxie. Le changement climatique, la guerre nucléaire, l'autodestruction par la technologie. Aucune catastrophe que nous n'avons pas encore imaginée. Et cette perspective est terrifiante. L'hypothèse silurienne ajoute une dimension fascinante et troublante au paradoxe de Fermi. Et si la réponse à la question de Fermi « Où sont-ils » incluait « Ils étaient ici, sur Terre, et nous les avons manqués ». Et si les civilisations sont relativement communes dans l'univers, mais qu'elles sont toutes éphémères, brûlant intensément pendant quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années avant de s'éteindre, ne laissant que des traces chimiques subtiles
que personne ne peut détecter après quelques millions d'années. C'est une vision du cosmos à la fois grandiose et mélancolique. Un univers rempli de civilisations, mais des civilisations qui se succèdent sans jamais se rencontrer, séparées non pas par l'espace, mais par le temps. Là, des lumières qui s'allument et s'éteignent dans la nuit, trop brèves pour que quiconque d'autre les voie. Des histoires qui commencent et se terminent avant que le chapitre suivant ne commence. Si cette vision est correcte, alors nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous sommes simplement seuls dans le temps. Il y a aussi la théorie de la forêt sombre, popularisée par l'écrivain chinois Liu Cixin dans sa trilogie du problème à 3 corps. Cette théorie propose que l'univers est plein de civilisations, mais qu'elles se cachent toutes les unes des autres, parce que la logique de la survie dans un univers aux ressources limitées fait de chaque civilisation une menace potentielle pour toutes les autres. Dans cette vision, l'espace est comme une forêt sombre, remplie de chasseurs armés. Le silence n'est pas un signe d'absence, et c'est un signe de prudence. Les civilisations qui font du bruit sont celles qui sont détruites. Et cette théorie prend une dimension supplémentaire lorsqu'on la combine avec l'hypothèse silurienne. Et si une civilisation préhumaine avait existé sur Terre et avait décidé de se cacher, non pas dans l'espace, mais dans le temps, enterrant ses traces si profondément qu'aucune civilisation future ne pourrait les trouver? C'est une spéculation pure, bien sûr. Mais dans le domaine des grandes questions cosmiques, la spéculation est souvent le premier pas vers la découverte. Et puis, il y a l'hypothèse du zoo, l'idée que des civilisations extraterrestres avancées sont conscientes de notre existence, mais choisissent de ne pas interférer, nous observant comme nous observerions des animaux dans une réserve naturelle. Cette idée prend un tour fascinant si nous la combinons avec l'hypothèse silurienne. Et si une civilisation qui a émergé sur Terre il y a des dizaines ou des centaines de millions d'années n'a pas disparu du tout? Et si elle a atteint un niveau technologique suffisant pour quitter la planète, pour coloniser d'autres mondes, pour se retirer dans les profondeurs de l'espace? Et si elle nous observe maintenant depuis un vaisseau spatial en orbite autour d'une étoile lointaine, ou depuis une base cachée sur un astéroïde, ou depuis une dimension que nous ne pouvons même pas percevoir? C'est de la pure spéculation, je le répète. Ce n'est pas de la science au sens strict, mais c'est le genre de pensée qui pousse la science vers l'avant, qui nous oblige à poser des questions que nous n'aurions pas posées autrement et qui élargit les frontières de notre imagination. Si nous prenons du recul par rapport à ces spéculations vertigineuses et revenons à la science solide, il y a une leçon profonde à tirer de l'hypothèse silurienne, une leçon qui ne concerne pas le passé, mais le présent et le futur. Si une civilisation peut exister et disparaître sans laisser de traces détectables après quelques millions d'années, alors que dit cela sur notre propre civilisation? Que dit cela sur notre propre permanence, notre propre héritage, notre propre place dans l'histoire de la Terre? La réponse est à la fois humiliante et éclairante. Notre civilisation, avec toute sa puissance technologique, toute son ambition, toute sa complexité, est géologiquement éphémère. Si nous disparaissions demain, la Terre ne mettrait que quelques millions d'années à effacer presque toutes les traces de notre passage. Les gratte-ciels tomberaient, les routes seraient recouvertes de végétation, puis ensevelies sous les sédiments. Les barrages céderaient,
et les rivières retrouveraient leur cours naturel. Les plastiques se dégraderaient lentement en chaînes moléculaires de plus en plus courtes, jusqu'à ce qu'il ne reste que des traces chimiques dans les couches sédimentaires. Les isotopes radioactifs produits par nos essais nucléaires et nos centrales nucléaires se désintégreraient, certains en quelques décennies, d'autres en quelques millénaires, d'autres encore en quelques millions d'années. Les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère reviendraient à la normale en quelques centaines de milliers d'années. À mesure que les processus naturels d'altération des roches silicatées absorberaient l'excès de carbone. En 10 millions d'années, un visiteur extraterrestre qui arriverait sur Terre ne trouverait probablement aucune preuve visible à la surface que nous ayons jamais existé. Seules des anomalies chimiques subtiles dans les sédiments océaniques pourraient trahir notre passage. Mais voici l'ironie extraordinaire de notre situation. En ce moment même, notre civilisation est en train de créer exactement le type de signature géologique que l'hypothèse silurienne nous demande de chercher dans le passé. Nous injectons du carbone dans l'atmosphère à une vitesse qui n'a pas d'équivalent dans le registre géologique depuis peut-être le PETM. Nous modifions la chimie des océans, nous dispersons des substances synthétiques, des plastiques, des produits chimiques industriels, des polluants organiques persistants dans chaque écosystème de la planète. Nous laissons une couche de radionucléides artificiels dans les sédiments du monde entier. Nous provoquons une extinction de masse, la 6e de l'histoire de la Terre, qui élimine des espèces à un rythme comparable aux grandes extinctions du passé. Nous sommes en train de créer ce que certains scientifiques appellent l'Anthropocène, une nouvelle époque géologique définie par l'impact de l'humanité sur le système terrestre. Et dans 50 millions d'années, un futur géologue, qu'il soit humain, post-humain ou extraterrestre, pourra voir notre signature dans les roches. Il verra une excursion négative du delta carbone 13, des niveaux anormaux de métaux lourds et de substances synthétiques ou une couche de radionucléides artificiels et un effondrement brutal de la biodiversité dans le registre fossile. Et il se posera peut-être la même question que nous nous posons ce soir. Était-ce naturel ou était-ce l'œuvre d'une civilisation? Nous sommes, en un sens, les Siluriens du futur. Nous sommes la civilisation dont les traces seront peut-être étudiées par des êtres qui viendront après nous, se demandant qui nous étions, ce que nous avons fait, et pourquoi nous avons disparu. C'est une pensée qui devrait nous remplir à la fois d'humilité et de responsabilité. Si nous comprenons à quel point les civilisations sont fragiles, à quel point facilement elles peuvent être effacées par le passage du temps, peut-être serons-nous plus motivés à protéger la nôtre. Dis peut-être que la leçon la plus profonde de l'hypothèse silurienne n'est pas sur le passé, mais sur l'avenir. Pas sur ce qui a existé avant nous, mais sur ce que nous allons devenir. Maintenant, tournons-nous vers la science moderne et voyons comment les chercheurs tentent réellement de répondre à ces questions. Car l'hypothèse silurienne n'est pas restée une curiosité théorique. Elle a inspiré de véritables programmes de recherche et influencé la façon dont les scientifiques pensent à la détection de la vie et de la civilisation, non seulement sur Terre, mais aussi sur d'autres planètes. L'une des principales méthodes utilisées pour étudier le passé de la Terre est l'analyse des carottes sédimentaires. Les programmes de forage océanique profond, comme le Programme international de découverte des océans, y prélèvent
de longs cylindres de sédiments du fond des océans. Ces carottes contiennent un enregistrement détaillé des conditions environnementales passées, couche par couche, remontant parfois à des dizaines de millions d'années. En analysant la composition chimique, les isotopes, les microfossiles et les structures sédimentaires de ces carottes, les géochimistes peuvent reconstituer les températures passées, la composition de l'atmosphère, la chimie des océans et les événements biologiques majeurs. C'est dans ces carottes que les signatures du PETM ont été découvertes, et c'est dans des carottes similaires que d'éventuelles signatures d'une civilisation préhumaine pourraient être détectées. Les techniques analytiques modernes sont extraordinairement sensibles. La spectrométrie de masse peut détecter des concentrations infimes d'éléments et d'isotopes. La chromatographie en phase gazeuse, couplée à la spectrométrie de masse, peut identifier des molécules organiques spécifiques à des concentrations de parties par milliard, voire de parties par trillion. Ces outils nous permettent de lire les archives chimiques de la Terre avec une précision qui aurait été inimaginable il y a seulement quelques décennies. Les carottes de glace sont un autre outil précieux, bien que leur portée temporelle soit plus limitée. Les carottes de glace, extraites des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland, contiennent des bulles d'air piégées qui préservent des échantillons directs de l'atmosphère passée. La plus longue carotte de glace, extraite en Antarctique, remonte à environ 800 000 ans. Des projets en cours tentent d'extraire de la glace encore plus ancienne, peut-être vieille de 1 500 000 ans. Ces carottes nous donnent un enregistrement direct des niveaux de dioxyde de carbone, de méthane et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère passée. Elles nous montrent les cycles des âges glaciaires et interglaciaires. Elles contiennent des particules de poussière, des cendres volcaniques et d'autres marqueurs d'événements passés. Mais 800 000 ans, c'est une période extrêmement courte à l'échelle géologique. Pour remonter plus loin dans le temps, nous dépendons des roches sédimentaires et des techniques géochimiques. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique commencent également à être appliqués à l'analyse des données géologiques. Des algorithmes sophistiqués peuvent analyser d'énormes ensembles de données géochimiques, identifiant des motifs et des anomalies que l'œil humain pourrait manquer. Ces outils pourraient être particulièrement utiles pour détecter les signatures subtiles d'une civilisation préhumaine, car ils peuvent traiter des quantités de données bien supérieures à ce qu'un chercheur humain pourrait analyser manuellement. Des projets de recherche utilisent déjà l'apprentissage automatique pour analyser les données des missions martiennes, cherchant des signes de vie passée dans les images et les analyses chimiques transmises par les rovers. En ce qui concerne la recherche au-delà de la Terre, le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, a transformé notre capacité à étudier les atmosphères des exoplanètes. En analysant la lumière des étoiles qui traverse l'atmosphère d'une exoplanète lorsqu'elle passe devant son étoile, le James Webb peut détecter la présence de molécules spécifiques dans cette atmosphère. Si une exoplanète a une civilisation industrielle qui modifie sa composition atmosphérique de la même manière que nous modifions la nôtre, le James Webb pourrait théoriquement détecter ces modifications. Les scientifiques parlent de technosignatures par opposition aux biosignatures. Une biosignature est un signe de vie biologique, comme la présence simultanée d'oxygène et de méthane dans une atmosphère. Une technosignature est un signe de technologie, comme la présence de polluants industriels, de chlorofluorocarbone
ou d'autres molécules qui ne sont produites que par des processus technologiques. La recherche de technosignatures est un domaine de recherche en pleine expansion et elle est directement inspirée par le type de raisonnement que Schmidt et Frank ont développé dans leur article sur l'hypothèse silurienne. La mission de retour d'échantillons martiens est l'un des projets les plus ambitieux de l'exploration spatiale. Le rover Perseverance de la NASA collecte actuellement des échantillons de roches et de sols martiens et les place dans des tubes scellés à la surface de Mars. Une future mission, actuellement en cours de planification, sera chargée de récupérer ces tubes et de les ramener sur Terre. Ces échantillons seront les premiers morceaux de Mars jamais ramenés intentionnellement sur notre planète et ils seront analysés avec les instruments les plus sophistiqués disponibles. Les scientifiques espèrent y trouver des biosignatures, des preuves de vie passée ou présente sur Mars. Mais ils gardent aussi l'esprit ouvert à la possibilité de découvertes inattendues. Que trouverons-nous dans ces roches martiennes? Des signes de vie microbienne, des molécules organiques complexes, quelque chose de complètement inattendu? Nous ne le saurons pas avant que les échantillons ne soient entre nos mains et sous nos microscopes. Mais l'attente elle-même est une forme de merveille. Il y a une question épistémologique fondamentale qui sous-tend toute cette discussion et qui mérite d'être abordée directement. L'hypothèse silurienne est-elle scientifiquement testable? C'est une question cruciale parce que le philosophe des sciences Karl Popper a argumenté de manière convaincante que pour qu'une hypothèse soit scientifique, elle doit être falsifiable, c'est-à-dire qu'il doit exister une observation ou une expérience qui pourrait, en principe, la réfuter. Si une hypothèse ne peut être ni confirmée ni réfutée par aucune observation possible, alors elle n'est pas vraiment une hypothèse scientifique. Elle est une spéculation métaphysique. Schmidt et Frank argumentent que l'hypothèse silurienne est bien testable, au moins en principe. Si une civilisation industrielle préhumaine avait existé, elle aurait laissé des signatures chimiques spécifiques dans les sédiments. Ces signatures sont, en principe, détectables avec les outils analytiques modernes. Si nous cherchons ces signatures de manière systématique et que nous ne les trouvons pas, cela réduirait la probabilité de l'hypothèse, bien que cela ne la réfuterait pas définitivement. Car les signatures pourraient avoir été effacées, et si nous les trouvons, cela ne prouverait pas définitivement l'existence d'une civilisation, car des processus naturels pourraient produire des signatures similaires. Nous sommes dans une zone grise épistémologique. L'hypothèse n'est ni clairement testable, ni clairement non testable. Elle se situe dans un espace intermédiaire fascinant, où la science rencontre ses propres limites et où la philosophie prend le relais. Mais il est important de rappeler que l'histoire de la science est remplie d'idées qui étaient considérées comme absurdes, non testables ou impossibles avant d'être finalement confirmées. La dérive des continents en est un exemple parfait. Lorsqu'Alfred Wegener a proposé en 1912 que les continents se déplaçaient à la surface de la Terre, il a été ridiculisé par la communauté géologique. L'idée semblait absurde, et surtout, personne ne pouvait imaginer un mécanisme capable de déplacer des continents entiers. Il a fallu attendre les années 1960 avec la découverte de l'expansion des fonds océaniques et le développement de la théorie de la tectonique des plaques pour que l'idée de Wegener soit enfin acceptée.
Aujourd'hui, la tectonique des plaques est l'un des piliers fondamentaux de la géologie. L'homme qui a eu raison trop tôt a été moqué pendant un demi-siècle. La science avance parfois lentement, et les idées les plus révolutionnaires sont souvent celles qui sont le plus vigoureusement rejetées au départ. L'hypothèse silurienne pourrait être une de ces idées. Ou elle pourrait être simplement une expérience de pensée fascinante qui ne mène nulle part de concret. Nous ne le savons pas encore. Et c'est précisément ce qui la rend si excitante. Il y a un autre aspect de cette question qui mérite d'être exploré et qui touche à la philosophie et à la psychologie humaine. C'est la question de ce qu'est réellement une civilisation. Nous avons une tendance profondément enracinée à définir la civilisation en termes humains. Des villes, des routes, des bâtiments, de l'écriture, de la technologie métallique, de l'agriculture. Mais ces critères sont extraordinairement étroits. Ils reflètent notre propre expérience, notre propre trajectoire évolutive, notre propre manière d'interagir avec le monde. Mais pourquoi une civilisation devrait-elle ressembler à la nôtre? Considérez un instant les termites. Les termitières géantes d'Afrique et d'Australie sont des structures d'une complexité stupéfiante. Elles ont des systèmes de ventilation sophistiqués qui maintiennent une température et une humidité constantes à l'intérieur. Elles ont des jardins à champignons où les termites cultivent leur nourriture, une forme d'agriculture qui a évolué des millions d'années avant que les humains ne domestiquent les premières plantes. Elles ont des systèmes de défense élaborés, des routes internes, des chambres spécialisées pour différentes fonctions. Si un extraterrestre observait une termitière sans connaître la biologie des termites, il pourrait raisonnablement conclure qu'il s'agit du produit d'une forme d'intelligence et de planification. Et pourtant, nous ne considérons pas les termites comme une civilisation, parce que leur intelligence est collective plutôt qu'individuelle, parce qu'elles n'ont pas de langage symbolique tel que nous le comprenons, et parce qu'elles ne fabriquent pas d'outils métalliques. Mais ces critères sont les nôtres, pas ceux de l'univers. Les récifs coralliens sont un autre exemple. Ces structures massives, construites par de minuscules organismes sur des milliers d'années, sont des écosystèmes d'une biodiversité extraordinaire. La grande barrière de corail est si grande qu'elle est visible depuis l'espace. Elle est le produit d'une activité biologique coordonnée sur des échelles de temps et d'espace immenses. Et les réseaux mycorhiziens, ces réseaux souterrains de champignons qui connectent les racines des arbres dans une forêt, permettant aux arbres de partager des nutriments, de l'eau et même des signaux d'alarme chimiques, sont parfois appelés le Wood Wide Web, l'Internet de la forêt. Ces réseaux existent depuis des centaines de millions d'années et connectent des organismes sur des distances de plusieurs kilomètres. Ce ne sont pas des civilisations au sens humain du terme, mais ce sont des systèmes complexes, adaptatifs, interconnectés, qui modifient leur environnement de manière significative et qui transmettent des informations. Si nous élargissons notre définition de la civilisation, si nous abandonnons l'anthropocentrisme et acceptons que l'intelligence et la complexité organisationnelle peuvent prendre des formes radicalement différentes de la nôtre, alors les possibilités deviennent vertigineuses. Et la question de savoir si une civilisation a existé avant nous devient beaucoup plus ouverte. Et peut-être que le problème n'est pas que nous n'avons pas trouvé de preuves d'une civilisation préhumaine. Peut-être que le problème est que nous ne savons pas ce que nous cherchons.
Nous cherchons des villes, des routes, des outils métalliques, parce que c'est ce que nous connaissons. Mais une civilisation basée sur des technologies biologiques, sur des structures organiques, sur une communication chimique, ne laisserait pas les mêmes traces. Elle pourrait avoir été et avoir disparu, et nous pourrions marcher sur ces vestiges sans le savoir, parce que ces vestiges ne ressemblent à rien de ce que nous reconnaîtrions comme artificiel. C'est peut-être la réponse la plus troublante de toutes à la question de l'hypothèse silurienne. Pas que nous n'avons pas trouvé de preuves, mais que nous n'avons pas les yeux pour les voir. Et il y a aussi la question de l'arrogance du présent, cette tendance humaine profondément enracinée à considérer notre époque comme le sommet de l'histoire, le point culminant d'un progrès inévitable. Chaque civilisation humaine a eu cette tendance. Les Romains pensaient que leur empire était l'aboutissement de l'histoire. Les Victoriens pensaient que leur civilisation industrielle était le point le plus haut que l'humanité puisse atteindre. Et nous, aujourd'hui, avec nos smartphones, notre Internet, nos sondes spatiales et notre intelligence artificielle, nous sommes tout aussi convaincus que nous sommes les êtres les plus avancés et les plus intelligents qui aient jamais foulé le sol de cette planète. Mais cette conviction n'est pas fondée sur des preuves. Elle est fondée sur l'absence de preuves du contraire. Et comme nous l'avons vu ce soir, l'absence de preuves dans un registre géologique aussi incomplet que le nôtre n'est absolument pas une preuve d'absence.